Ma préoccupation a toujours été de comprendre l'historicité du politique dans une grande diversité de sociétés. Et c'est jamais très bon de définir les choses de manière négative, mais disons plutôt des sociétés non occidentales. J'ai commencé ma recherche en Afrique subsaharienne, au Cameroun, pays auquel j'ai consacré ma thèse, qui a donné lieu à un premier livre, L'État au Cameroun, publié aux presses de Sciences Po. Et ensuite, très rapidement, au fond, j'ai été recruté par le Centre d'études et de recherche internationales de Sciences Po à une condition, c'est que je ne reste pas simplement un africaniste, mais que j'inscrive mes démarches dans la dimension comparative qui était celle d'un groupe de travail dirigé par Guy Hermet, grand spécialiste de l'Espagne franquiste, mais qui travaillait également sur l'Amérique latine, notamment avec Alain Rouquier. Il m'avait proposé de continuer à travailler sur l'Afrique, mais d'identifier une autre situation autoritaire, parce que la thématique de ce groupe était de comprendre les situations ou les régimes autoritaires. Et un petit peu par hasard, par plaisir personnel aussi, parce que j'appréciais beaucoup ce pays, j'ai choisi la Turquie. Donc j'ai commencé cette carrière un peu bizarre, travaillant simultanément sur l'Afrique subsaharienne et sur la Turquie. Je ne suis pas le seul africaniste d'ailleurs à avoir ces deux orientations dans mon portefeuille, si je puis dire. Et il faut reconnaître qu'au moins dans une première partie de mon itinéraire, j'ai consacré l'essentiel de mes forces à la compréhension de la formation de l'État en Afrique subsaharienne et à ce que voulait dire au fond le politique dans le contexte des sociétés africaines, en essayant d'en comprendre l'historicité propre. Ce qui m'a conduit d'une part à la création d'une revue politique africaine, qui est une revue trimestrielle qui existe toujours en 1980, et ensuite la publication de L'État en Afrique, la politique du ventre, que j'ai publiée en 1989. Tout au long de ces années 1980, j'avais également animé un groupe de travail sur les modes populaires d'action politique en développant cette problématique du politique par le bas et ensuite de l'énonciation du politique. Alors quand j'ai publié L'État en Afrique en 1989, j'ai eu un petit peu envie de changer d'horizon et là je me suis à nouveau attelé à la compréhension de la société turque que j'avais délaissée après quelques premiers travaux, mais également à l'analyse de l'Iran, pays que j'avais connu comme touriste étudiant, mais que je n'avais pas revisité depuis la Révolution. Et j'ai un petit peu cédé aux propositions, aux amicales pressions d'une anthropologue, Fariba Delha, qui m'a beaucoup aidé à investir le terrain iranien. Et puis également, dans les années 90, j'ai commencé à réfléchir de manière comparative à ce qui aurait pu être la dernière partie de l'État en Afrique, mais le livre avait pris une telle proportion que j'avais limité les dégâts. Donc j'ai préparé un livre qui sera publié en 96 sous le titre de L'illusion identitaire, qui est une critique du culturalisme et du concept même d'identité, et qui réfléchit à cette dimension imaginaire du politique. En 2004, j'ai publié Le gouvernement du monde, une critique politique de la globalisation, qui était un livre reposant sur un peu un paradoxe. Que pouvait avoir à dire un spécialiste de l'État à propos d'un phénomène, la globalisation, qui est supposé éradiquer ou affaiblir l'État. Je suis arrivé à une conclusion paradoxale selon laquelle, en réalité, l'État n'est pas une victime, mais l'enfant même de la globalisation depuis 2 siècles. Et ayant fini le gouvernement du monde, il me restait au fond un gros matériau que je n'avais pas utilisé, qui portait précisément et sur la Turquie et sur l'Iran. Et là m'est venue l'idée de consacrer un livre à ce que j'ai rapidement pensé comme étant l'islam républicain. Il y a tout un débat public en France qui considère que l'islam est incompatible avec la République.
Et mon propos est un petit peu d'emmener Marianne, le symbole de la République française, dans des pays pour lui montrer que des centaines de millions de musulmans vivent en République. Bon. Il y a des exceptions, il y a des musulmans qui vivent en monarchie et qui sont même profondément monarchistes pour la plupart d'entre eux, comme par exemple au Maroc, mais l'immense majorité des musulmans vivent en République, ce qui ne veut pas forcément dire en démocratie, parce que, et en France nous sommes assez bien placés pour le savoir, la République peut ne pas être entièrement démocratique, et même peut-être anti-démocratique. La France a été confrontée à plusieurs moments dans son histoire à des configurations de ce genre. Alors au début, le livre était reposé sur une comparaison entre la Turquie et l'Iran, avec un effet de miroir sur la question de l'islam en République française. Et puis, in fine, j'ai ajouté un chapitre sénégalais pour casser un petit peu cette comparaison assez académique entre deux républiques que tout semble opposer, l'Iran République islamique, la Turquie République laïque. Deux autoritarismes aussi qu'on a beaucoup rapprochés, celui de Mustafa Kemal et celui de Reza Shah Pahlavi, entre les deux guerres. Donc j'ai introduit le cas sénégalais qui est intéressant parce que naturellement l'effet de miroir avec la société française est encore plus net. Bon. Et ce qui est intéressant dans le cas du Sénégal, c'est que la République confrérique, c'est-à-dire cette République qui repose sur un compromis entre les confréries islamiques d'une part et d'autre part un État qui est un État se réclamant de la laïcité, cette République confrérique, elle a été instaurée par le colonisateur français au moment même où en métropole la République proclamait la séparation des cultes de l'État. Donc, grosso modo, en 1905, vous avez une république qui, en France, met en œuvre la séparation de la religion et de l'État, mais qui, dans les colonies, va créer une république confrérique par un compromis entre des institutions musulmanes et un État rationnel légal se réclamant de la laïcité. Donc là, il y a un paradoxe assez intéressant que l'on retrouve mutatis mutandis en Algérie, département français, où le colonisateur va proroger le modèle ottoman de type césaropapiste, c'est-à-dire la subordination de l'islam au pouvoir. Là aussi, alors qu'en métropole, la séparation s'impose. Et à un moment donné, on va avoir un effet de miroir assez amusant, où les oulémas réformistes autour de Ben Badis demandent l'application de la loi de 1905 en Algérie, alors que le colonisateur français ne veut pas, parce que naturellement il veut d'abord contrôler l'islam et d'autre part enfermer les Algériens dans un statut d'indigénat selon une conception orientaliste. Donc ce livre a évolué, mais finalement a été publié et constitue une réflexion sur l'historicité du fait républicain dans des sociétés que l'on qualifie islamiques, avec, encore une fois, cet effet de miroir qui permet de réfléchir de manière critique à la très grande difficulté qu'éprouve la République française à reconnaître en son sein, sur un pied d'égalité, des citoyens qui, soit religieusement, soit sociologiquement, sont musulmans ou considérés comme tels ou se considérant comme tels. Alors, au fond, ce qui apparaît, c'est que l'islam n'est pas la bonne entrée dans le sujet. Parce que vous avez trois pays qui se réclament de l'islam. In fine, nous avons trois républiques très différentes. Et puis, également, on constate que, entre guillemets, du point de vue des sciences sociales, l'islam n'existe pas. En ce sens qu'il n'existe que par rapport à toute une série de facteurs d'ordre politique, économique, etc., d'ordre historique, pour faire bref, qui sont variables d'une société à l'autre. En Turquie, l'élément majeur, c'est naturellement l'héritage ottoman. La République de Turquie succède à l'Empire ottoman,
le cas de la grande catastrophe de la guerre de 1914-1918, mais l'Empire ottoman continue de façonner à bien des égards la manière dont sont organisées les relations entre la religion et l'État. Et cet islam turc est un islam qui comporte une dimension confrérique. Les tariqats sont très, très présentes, mais les tariqats, par exemple, n'ont pas du tout le même rôle que les confréries au Sénégal, par exemple. Et d'ailleurs, les confréries sénégalaises ne sont pas du tout les mêmes que les confréries que l'on retrouve en Turquie. Par exemple, la Nakşibendiya est puissante en Turquie jusqu'à aujourd'hui. Elle est inexistante au Sénégal, où la Tidjania, les Mourides, qui est une confrérie, un dérivé, si on peut dire, de la Qadiria, tout à fait propre à l'espace sénégalais, donc domine le champ politique. De même, en Turquie, les confréries sont très importantes. À l'époque de l'Empire ottoman, elles étaient également très présentes et le sultan entretenait des relations complexes avec ces dernières, mais elles ne constituent pas le cœur de l'islam. Et les oulémas, de manière différenciée par rapport à l'espace confrérique, étaient l'institution la plus importante, subordonnée au sultan, l'Empire ottoman ayant repris très largement ce modèle du césaropapisme qui caractérisait l'Empire byzantin. Donc on voit que l'islam, alors je pourrais aussi parler de l'Iran, qui est dominé par le chiisme, même si on ne sait pas très bien, enfin, disons grosso modo un petit quart de la population est d'obédience sunnite, mais c'est quand même pas négligeable, il ne faut pas l'oublier, alors qu'on l'oublie souvent. Donc l'islam chiite est très différent, avec un clergé, si on peut dire, et là je crois qu'on peut le dire, beaucoup plus institutionnalisé que dans la plupart des pays sunnites depuis le XIXe siècle, et de ce fait avec des confréries qui ont été progressivement marginalisées, voire rejetées dans l'hétérodoxie, notamment avec la répression du chérisme au début du XIXe siècle, et l'écrasement du bahaïsme, du grand soulèvement babiste, qui finalement donnera lieu à la religion bahaï. Mais la très grande animosité de la République islamique à l'encontre du bahaïsme, c'est le narcissisme de la petite différence. Les bahaïs sont des chiites qui ont évolué différemment. Mais... Donc l'islam lui-même est très différent d'une société à l'autre, parce que l'islam, comme n'importe quelle religion, n'existe que dans son rapport aux politiques, dans son rapport à l'économie, au social, etc. Et puis, si on regarde maintenant les républiques, on voit bien entendu qu'elles aussi représentent des expériences historiques diverses. Cette république donc, de Turquie, née de la défaite militaire de l'Empire ottoman, qui emprunte beaucoup, d'une part au modèle soviétique et d'autre part au modèle fasciste italien, sous la houlette de Mustafa Kemal, qui est une république qui rationalise et qui transforme l'islam en une espèce de religion positiviste, avec une idéologie laïciste, mais qui est l'opposé de la laïcité française. Parce que la laïcité française repose sur la séparation des cultes et de l'État. Alors qu'en Turquie, la laïcité signifie la subordination de l'islam à l'État par le biais d'une direction des affaires religieuses qui dépend directement du poste de Premier ministre. Donc la remarque est intéressante parce que là aussi il y a un malentendu. Lorsque les Français considèrent que la République turque est laïque, ils ne comprennent pas qu'en réalité elle est le contraire de leur propre laïcité. En Iran, les choses sont très différentes parce que il n'y a pas eu le même désastre militaire qu'en Turquie, même si l'Iran a été quasiment soumis à une tutelle coloniale ou paracoloniale à partir du début
du XXe siècle, après avoir perdu beaucoup de ses territoires, notamment au profit de la Russie tsariste. Mais évidemment, la particularité de l'Iran, c'est que l'essentiel du clergé chiite s'était exilé au XVIIIe siècle dans les lieux saints de la Mésopotamie et avait une espèce de relation d'extériorité par rapport à l'empire Kadjar, tout en y étant extrêmement influent. Et ce clergé chiite bénéficiait d'une indépendance par rapport au pouvoir politique que l'on ne retrouvait pas dans l'Empire ottoman voisin. Et d'autant plus que le clergé chiite des lieux saints, Nadjaf, Karbala, etc., bénéficiait de l'argent du royaume chiite d'Awad, dans le Raj britannique, dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'Inde, et les Britanniques, le télégraphe britannique, le consul britannique à Bassora, convoyait les dons des fidèles religieux du royaume d'Awad aux grands ayatollahs, aux grandes sources d'imitation de Nadjaf et de Karbala. Donc le clergé chiite était dans une situation de puissance, d'extraterritorialité et d'influence idéologique qui va le mettre au cœur de la révolution constitutionnelle de 1906, où il va occuper d'ailleurs une place très ambiguë, appuyant la révolution dans un premier temps et la freinant dans un deuxième. La révolution de 1906-1909 est également très complexe parce que le babisme, au XIXe siècle, s'était scindé en fait en deux tendances, animées par deux frères, qui rapidement étaient devenus deux frères ennemis. Une tendance était, on va dire, quiétiste, soucieuse de créer une nouvelle religion universaliste. C'est cette tendance qui fait de Haïfa son principal centre culturel. À l'époque, Haïfa était en Palestine ottomane, et aujourd'hui est une ville israélienne. Et naturellement, la localisation du bahaïsme comme religion en Israël contribue au discrédit, contribue à son discrédit en Iran et singulièrement en République islamique d'Iran. Bon. Mais il y a un autre courant du babisme qui, lui, s'est engagé dans la politique, dans la vie politique, et notamment dans la contestation de l'absolutisme Kadjar. Et ce courant, très présent dans l'espace russe, dans ce que nous appelons aujourd'hui le Turkménistan, ou à Bakou en Azerbaïdjan, ce courant va avoir une très grande influence révolutionnaire en Iran et sera une des grandes composantes de la révolution constitutionnelle de 1906. Donc la division du mouvement révolutionnaire en 1909 en Iran reproduit un petit peu l'antagonisme entre le clergé chiite et le babisme. Cette sensibilité au fond hétérodoxe et qui est l'héritière du chérisme au début du XIXe siècle. Donc vous voyez que ce paysage assez complexe est très différent de ce qui s'est passé dans la Turquie voisine. Par ailleurs, l'islam au Sénégal, outre sa tradition confrérique et sa tradition djihadiste, tout à fait singulière, à partir de la fin du XIXe siècle, se trouve confronté à l'occupation coloniale. Et va donc nouer ce compromis avec le colonisateur français. La grande obsession du colonisateur français, c'est que le djihad que ne manquera pas de déclencher le sultan calife ottoman dans le cadre de la Première Guerre mondiale qui s'annonce, et on comprend bien que l'Empire ottoman penche plutôt du côté de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie que du côté de la France et de l'Angleterre. Donc la grande obsession du colonisateur français, c'est de désamorcer la guerre sainte que le sultan va déclencher. Et de fait, à la suite de ce compromis avec les confréries, compromis qui se traduit par toute une série d'avantages fonciers, notamment que le colonisateur français va octroyer aux chers soufis, eh bien, le Sénégal ne répond pas à l'appel à la guerre
guerre sainte, et non seulement ne répond pas à l'appel à la guerre sainte du calife sultan ottoman, mais en plus va fournir aux colonisateurs français des troupes qui vont aller se battre aux Dardanelles contre l'Empire ottoman. Donc là, on a un islam qui est un islam colonial, qui pactise avec l'occupation étrangère et qui part en guerre contre le calife appelant à la guerre sainte. Vous voyez qu'on est là aussi dans une configuration historique extraordinairement différente. Et de ce fait, d'ailleurs, l'islam sénégalais va d'une part se bureaucratiser. Par exemple, le successeur du Cheikh Ahmadou Bamba, le grand fondateur de la confrérie mouride, va adopter le titre de calife, ce qui est un pied de nez au calife ottoman, bien entendu, mais le titre, plus précisément, de calife général. Et général, c'est une figure, c'est un titre, un grade bureaucratique qui est directement emprunté à l'univers bureaucratique et militaire du colonisateur. Donc il va y avoir une espèce de bureaucratisation de la confrérie qui aujourd'hui aboutit à la distribution ou à la vente de cartes d'adhérents à telle ou telle branche de la Mouridia, par exemple. L'idée que l'on puisse adhérer à une confrérie comme on adhère à un parti politique ou à une association est très étrange du point de vue de l'histoire du soufisme. Et évidemment, là, on a un exemple de cette bureaucratisation de confréries dont un grand spécialiste de l'islam en Afrique, Jean-Louis Triot, va jusqu'à dire qu'elles sont une pure invention de la colonisation. Un autre aspect qui est intéressant, ce sont les affinités électives qui se sont développées entre les confréries islamiques au Sénégal et l'esprit électoral, on pourrait presque dire l'esprit électoraliste, qui se développe à partir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais même avant, puisque les 4 communes sénégalaises, essentiellement Dakar, Saint-Louis, Gorée et Rufisque, mais Rufisque est moins important, envoient depuis 1848 un député à l'Assemblée nationale française. Donc très tôt, l'enjeu électoral est important au Sénégal, et puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la libéralisation du système colonial et bientôt l'extension du suffrage quasiment universel, tout cela naturellement va banaliser les élections et les confréries vont devenir des acteurs importants des élections, notamment le calife mouride donnant explicitement une consigne de vote. Aujourd'hui, la tradition est remise en cause et le champ confrérique a complètement intégré le pluralisme du multipartisme. Mais ce qui montre bien que le champ confrérique reste en forte affinité élective avec le champ électoral. Donc là, vous avez à nouveau une configuration qui n'a strictement rien à voir avec ce que l'on retrouve dans les 2 autres pays que j'ai mentionnés, la Turquie et l'Iran. Alors en bref, du point de vue de la sociologie politique, l'islam n'existe pas. L'islam n'existe qu'à travers son rapport à une historicité particulière de la société que l'on considère et, bien entendu, le raisonnement culturaliste qui consiste à déduire de l'appartenance à la religion ou à la civilisation, ou à l'islamic way of life, un comportement politique, une orientation politique, ce raisonnement culturaliste est absolument inepte. Hein, on peut faire dire à l'islam politiquement tout et le contraire de tout, comme au christianisme d'ailleurs. Vous prenez les concepts les plus centraux de la philosophie politique de l'islam, de la religiosité islamique, comme par exemple le concept de djihad, ce concept est parfaitement polysémique. Monsieur Ben Laden en avait une interprétation, Daesh en a une autre, assez différente au fond. Vous pouvez avoir du djihad une conception purement défensive, empêcher l'infidèle d'occuper l'islam. Mais vous pouvez aussi avoir des conceptions très sécularisées du djihad. Par exemple, Bourguiba
considérait que le vrai djihad, c'était le djihad contre le sous-développement, et que les devoirs religieux devaient passer après ce combat, parce que quand on va à la guerre, eh ben, on peut ne pas respecter, par exemple, le ramadan, l'obligation du jeûne. Bon, et c'est ce qu'avait fait Bourguiba avec son fameux verre de jus d'orange, je crois, qu'il boit en plein discours, en plein ramadan, pour bien montrer que le vrai djihad, c'est le développement. Et Bourguiba, contrairement à Mustafa Kemal, n'était pas un laïciste. Bourguiba se pensait comme un réformateur musulman, héritier de Abdour, d'Afrani, d'autres réformateurs tunisiens moins connus, mais Bourguiba était un réformateur musulman qui, par exemple, s'était opposé à la loi sur la naturalisation entre les deux guerres, qu'il associait à une abjuration tout à fait condamnable du point de vue de l'islam. Alors il y avait peut-être une part tactique et nationaliste. Bon. Il s'était également opposé à la réforme des cimetières qui compromettait, si vous voulez, la sainteté de ces lieux d'inhumation des croyants. Donc, peut-être de manière instrumentale, mais entre les deux guerres, Bourguiba avait un positionnement très islamique, et souvent plus islamique que les oulémas de la Zitouna, qui, eux, étaient assez près au compromis avec le colonisateur, parce qu'ils étaient une institution centrale du Bellica qui collaborait avec le colonisateur français. Et puis, on peut aussi considérer que le vrai djihad, le grand djihad, c'est le djihad que le croyant se livre à lui-même pour devenir un meilleur musulman. Et qui n'a rien à voir avec le djihad, a fortiori militarisé, de l'arène politique. Donc on voit bien que l'islam politiquement ne veut rien dire, et qu'il n'y a rien dans l'islam qui interdise son compromis avec la République ou avec la démocratie. Et rien d'ailleurs ne prédisposait l'Église catholique, le christianisme de manière générale, à s'accommoder de la laïcité, de la sécularisation. Tout cela relève de la contingence de l'histoire. Je crois qu'il en est exactement de même de l'islam. Et l'islam est une religion évolutive, parce qu'elle est inscrite dans l'histoire, et également dans l'universalité, et que parce que c'est une religion universaliste, l'islam peut, bien entendu, s'accommoder d'une très grande diversité de régimes politiques. Donc, rien dans l'islam ne prédestine, puisque nous sommes à Genève, on peut parler de prédestination, rien dans l'islam ne prédestine à la démocratie ou à la République, mais rien ne l'interdit. Nous sommes dans le jeu très ouvert de l'histoire. Et de ce point de vue, les polémiques anti-islamiques qui doutent de la compatibilité de cette religion avec la République ou avec la démocratie sont ineptes intellectuellement. Déjà parce qu'elles reposent sur une très grande ignorance et sur un très grand contresens. La plupart des publicistes français ignorent à peu près tout de l'islam, et notamment cette distinction qui est fondamentale dans 99% de la philosophie ou la théologie islamique, cette distinction entre la religion dîne et l'État ou le pouvoir dolate. Si vous prenez Zemmour, Philippe de Villiers, etc., ils vont vous dire, l'air très docte, que l'islam est incompatible avec la République parce que l'islam confond par essence la religion et l'État. C'est complètement faux. Il y a un courant, effectivement, sous l'inspiration d'Ibn Taymiyyah, vous pardonnerez ma absence de prononciation en arabe, qui, effectivement, a remis en cause cette distinction. Mais ce courant est tout à fait minoritaire. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les djihadistes, pour l'essentiel, se revendiquent du runbalisme, qu'ils sont représentatifs de l'islam. L'immense majorité de la littérature religieuse ou philosophique d'obédience islamique reconnaît la distinction entre l'État et la religion. Donc là,
quand on voit le débat public dans la plupart des pays européens, les bras nous en tombent parce qu'effectivement, il repose sur un énorme contresens et sur une énorme ignorance.